99% de l'internet mondial transite par des câbles sous-marins et aujourd'hui on est à bord d'un bateau qui les pose au fond des mers. Ces câbles peuvent reposer à plus de 6000 mètres de profondeur et relient tous les continents. Ils sont si nombreux qu'ils forment un gigantesque réseau de plus d'1,3 million de kilomètres. C'est grâce à eux que nos vidéos, nos communications ou encore nos transactions bancaires voyagent à la vitesse de la lumière. Ce réseau invisible est devenu l'un des plus grands enjeux géopolitiques de la planète. Il y a des câbles qu'on ne connaît pas et c'est très bien qu'on ne les connaisse pas. Dans cette vidéo, on va voir comment on pose ces énormes câbles sous-marins et comment on les fabrique. Et ça, c'est technique. Ce bateau part pour plusieurs mois, direction le sud de l'Australie, pour poser 5000 km de câbles au fond de l'océan. On rentre dans le hangar, qui est sur le pont principal. Et ça, c'est les câbles là en bas. Ça, c'est du câble armé. Ils peuvent être posés de deux façons différentes. La première, dérouler. Une méthode utilisée pour déposer les câbles dans ce qu'on appelle les grands fonds, à plus de 1500 mètres de profondeur. Donc le câble va sortir de la tank, il passe dans la goulotte, il passe à travers la machine à roue qui l'entraîne, et après on part sur l'arrière du navire. Puis, il est juste lâché dans la mer à mesure que le bateau avance. Mais attention, c'est pas si simple que ça. Déjà, il faut s'assurer qu'il se déroule correctement, mais surtout qu'il suit parfaitement la trajectoire choisie à l'avance, selon une étude préalable du terrain, de ses reliefs et de sa biodiversité. Bon, on a vu la méthode simple, mais les choses se gâtent en petits fonds, entre 0 et 1500 mètres de profondeur. On ensouille les câbles pour les protéger des agressions extérieures qui type pêcheurs, chute d'encre, plaisanciers, et on peut les ensouiller jusqu'à 1500 mètres de fond. Alors, ensouiller, ça veut dire enterrer sous la mer. Et c'est super important de faire ça, car c'est en petit fond que les câbles sont le plus en danger. Pour deux raisons. L'activité humaine d'abord, mais aussi la présence beaucoup plus abondante de vie sous-marine. On a déjà eu des câbles mordus par des requins, ça c'est déjà arrivé. On a déjà retrouvé des dents de requin dans des câbles. Pas le choix. Il faut ensouiller les câbles à 1 ou 2 mètres de profondeur. Et pour ça, on utilise une charrue. Oui, comme pour les champs. Sauf qu'ici, c'est une bête de 60 tonnes qu'on tire à 1 km de profondeur pour labourer le plancher océanique. On lève la charrue, on la met au centre, on charge le câble dedans. Et le câble, il passe par ici, la surface du fond qui est à peu près ici, et tout ça qui ensouille le câble. Tractée par le bateau, elle va creuser le sol marin avec sa dent d'attaque. Et le câble, placé au bout de celle-ci, va se loger directement dans la tranchée. Par petit fond, on pose à environ à 2 km/h et par grand fond, on passe à des poses avec des vitesses de 6 nœuds environ. Autant dire qu'ils sont pas encore arrivés à Sydney, destination finale du câble. Et ça, on s'en rend d'autant plus compte en allant voir les gigantesques cuves de stockage du bateau. Donc là, on est dans la cuve de numéro 1. Là, on est à quasiment 1500 km de câble. Je crois qu'on peut dire que c'est le plus grand vinyle que j'ai jamais vu. Ces tanks, comme ils les appellent à bord, font une dizaine de mètres de haut pour une quinzaine de diamètre. Lors du chargement, ces câbles sont enroulés avec précision par des lovers. Toute la journée, ils doivent parcourir des kilomètres à pied et en marche arrière en suivant parfaitement la cadence d'arrivée du câble. Et ils remplissent comme ça les cuves. Excusez-moi, je peux vous demander combien de tours vous faites en tout avant de remplir complètement la cuve? Ah ouais? Bonne chance pour aller jusqu'au bout. Et de près, les câbles, ils ressemblent à ça. Donc là, il y a deux types de câbles. Le câble plastique pour la pose de câbles en grand fond et le câble armé pour la pose des câbles en petit fond. Maintenant qu'on a vu comment on pose les câbles, on va aller voir comment on les fabrique. Et ça, en Europe, on peut le faire qu'à Calais, dans l'usine d'ASN, le leader mondial de la fabrication de câbles sous-marins. Et on est l'un des seuls médias à qui ils ont accepté d'ouvrir leurs portes. Ici, on trouve des grosses machines qui font peur, des jolis fils de toutes les couleurs et surtout, de parfaits échantillons de câbles. Ça là, c'est la coupe d'un câble sous-marin. C'est ce qu'on peut retrouver jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Au centre, la fibre optique. C'est le noyau.
Et c'est par elle que 99% de l'Internet mondial voyage aux 4 coins du monde. Là, faut se rendre compte comme ces fibres, elles sont microscopiques. C'est 200 microns, c'est même pas l'équivalent de 2 cheveux. Mais du coup, comment ça fonctionne la fibre optique? Déjà, il faut savoir que c'est un fil de verre ultra fin dans lequel on envoie de la lumière. Cette lumière est émise par un laser. Et selon son intensité, elle transmet un message codé. À l'autre bout, un capteur décode ce message lumineux et le transforme en signal électrique. Comme sur une autoroute, il y a 2 fibres optiques pour transporter Internet dans les 2 sens. Et encore une fois, tout ça se fait presque à la vitesse de la lumière. Et si cette lumière ne faiblit pas malgré la distance, c'est grâce à des répéteurs placés tous les 80 à 100 km de câble. Donc tout ça, c'est la fibre optique. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, hein, donc chaque couleur correspond à une fibre. Et si elles sont de toutes les couleurs comme ça, c'est pour ne pas les mélanger, afin de les connecter correctement. Le rose va avec le rose, et ainsi de suite. C'est hypnotisant. Alors là, on vient de mettre les fibres dans ce tube, et maintenant notre mission, ça va être de le protéger. Ce tube est un tube inox, dans lequel est injecté un gel pour éviter aux fibres de trop bouger. Étape suivante, ajout d'une voûte en fil d'acier pour protéger le tout de la pression des abysses. Autour de cette voûte, un tube de cuivre pour conduire le signal électrique nécessaire au fonctionnement des répéteurs. Une dernière couche isolante en plastique et on a un câble basique, une version légère pour les grands fonds. Mais plus on approche de la surface, plus le câble est lourdement protégé. Et c'est cette gigantesque machine qui va l'équiper de son armure. Donc on produit à peu près 100 km par jour. Donc on va armer avec du câble métallique, puis on va mettre du filin. On a aussi du bitume que l'on met pour étanchéifier le câble. Après cette étape de simple ou double armure, le câble est fin prêt. Là, je suis en galère parce que je suis en train d'essayer de soulever ce truc. Donc ça, c'est un câble sous-marin. Là, on voit, il est en entier, il est super large. Et surtout, ça pèse 1 tonne. Depuis sa création il y a 134 ans, l'usine ASN a produit plus de 800 000 km de câbles. C'est un Paris-Marseille multiplié par 1000. L'entreprise française représente près de 30% de la production du réseau mondial. Un réseau tentaculaire, surtout autour des pôles d'interaction, que sont les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Fun fact, le câble le plus court de la carte n'est même pas en mer, mais dans un lac. Il ne fait que 5 km et relie ces 2 villes allemandes sur les rives du lac de Constance. Le plus long, le Tout Africa, et c'est 45 000 km. Bref, Internet, c'est ça. Et ces câbles, ils coûtent hyper cher. Les contrats, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Et on peut aller sur des contrats qui vont même parfois tangenter les milliards de dollars. Pour financer tout ça, il y a un marché, un réel écosystème avec ses acteurs bien distincts. D'un côté, les fabricants, comme ASN, qui conçoivent et produisent les câbles. Il y a aussi les poseurs, comme ASN, une fois de plus, ou Orange Marine. Les 2 entreprises françaises sont les leaders mondiaux. Depuis 2020, elles ont posé plus de 40% des câbles à travers le monde. Et enfin, les propriétaires, aussi appelés les exploitants. Ce sont principalement des opérateurs télécoms. Pour faire face aux coûts, ils s'allient en consortium et deviennent copropriétaires. Concrètement, ça veut dire que dans un câble qui contient, disons, 48 fibres, chaque copropriétaire aura par exemple 6 fibres. Mais ces dernières années, l'arrivée d'un nouvel acteur a bouleversé cet équilibre. Les GAFAM. Leur but, posséder leur propre câble. Avant, la totalité des câbles était possédée par des opérateurs télécoms. Aujourd'hui, les GAFAM en exploitent plus de la moitié. Et ils peuvent se le permettre, vu leurs moyens démesurés. Quand on regarde les centaines de câbles, il y a encore une majorité qui appartiennent historiquement à des acteurs des télécoms. Néanmoins, un câble a 25 ans de vie. Et donc c'est là en fait que le changement est en faveur, aujourd'hui, plutôt des géants du numérique ou des télécoms chinois. Et effectivement, les rapports de force se renversent. Et leur expansion n'est pas prête de s'arrêter, à l'image de Meta et son projet de câble Waterworth, qui devrait relier les États-Unis à d'autres régions clés du monde, pour une longueur record de 50 000 km. Une hégémonie qu'il faut toutefois nuancer, car les opérateurs restent nécessaires à l'installation et l'exploitation de ces câbles.
C'est souvent les opérateurs qui vont gérer aussi ce qu'on appelle l'atterrage et ensuite la partie terrestre sur le câble. Une station d'atterrage, c'est l'endroit où le câble est réceptionné sur Terre et les signaux lumineux décodés. Et ça, on peut le voir sur le Dunan, un câble qui relie les États-Unis et la France, et qui est la propriété de Google. Sauf que sa connexion avec la France est gérée par Orange, qui, en échange, peut utiliser une partie des fibres optiques du câble. Les câbles sont devenus un enjeu de pouvoir. Sans eux, pas d'Internet. Et dans le contexte géopolitique actuel, ils font l'objet d'une protection accrue. Il y a beaucoup d'investissements aussi sur les drones sous-marins afin de pouvoir aller plus facilement surveiller en fait ces infrastructures-là. Malgré ça, les câbles sont de plus en plus visés par des attaques malveillantes, même si elles restent marginales. Il y a eu l'année dernière 2 à 3 suspicions de coupures volontaires de câbles non confirmées. La Russie a notamment été accusée d'avoir coupé 2 câbles en mer Baltique fin 2024. Elle s'est aidée d'un bateau chinois, le Yipeng 3, qui se trouvait au moment des coupures juste au-dessus des câbles alors qu'il sortait tout juste d'un port russe. Heureusement, ces coupures ont eu un impact limité, car dans ce genre de cas, les données sont instantanément redirigées ailleurs le temps de réparer les dégâts. Et si on coupe une route, on peut passer par une autre, il y a une résilience du réseau. C'est tellement instantané qu'on ne ressent même pas la coupure en tant qu'utilisateur. Par contre, les cas les plus inquiétants sont ceux des attaques numériques ou d'espionnage. Il n'y a pas de moyen, à ma connaissance, de protéger complètement un logiciel qui gérerait même une infrastructure. Selon plusieurs médias d'enquête européens, la NSA, le service de renseignement américain, aurait espionné les communications de plusieurs dirigeants européens entre 2012 et 2014 via un câble sous-marin danois. C'est un cas d'espionnage par les services secrets danois en collaboration avec la NSA, via en fait un outil logiciel de la NSA d'ailleurs qui permet de récupérer les données et de travailler dessus. Donc il faut être extrêmement vigilant. Mais la sécurité n'est pas le seul défi du secteur, qui doit aussi répondre à l'augmentation de la demande en câbles sous-marins. Le besoin augmente de 30% par an. Et pour répondre à ces attentes, les câbles deviennent de plus en plus puissants, plus rapides, plus direct. Il y a 150 ans, les premiers câbles, c'était du télégraphe, c'était 40 mots par minute. C'est à peu près 20 bits par seconde. Donc 150 ans plus tard, on est à 400 Tera, donc on va 20 000 milliards de fois plus vite qu'il y a 150 ans. Enfin, ça donne le tournis. Les câbles ont atteint cette puissance en améliorant leur technologie. Ils contiennent plus de fibres optiques qui sont elles-mêmes plus performantes. Et les lasers qui convertissent les informations en lumière se sont aussi perfectionnés. Actuellement, nos câbles les plus puissants possèdent 48 fibres optiques. On est en train de faire des protos à 64 et on compte encore monter pour augmenter la puissance. Donc on va passer de puissances qui sont de l'ordre de 500 terabits seconde actuellement à des puissances qui vont monter dans les années qui viennent au pétabit. Alors, pour ceux que je perds là, avec 500 terabits seconde, vous pouvez télécharger 62 500 gigaoctets en 1 seconde. Une montée en puissance indispensable pour répondre à l'augmentation de la consommation de vidéos en streaming, mais aussi... Ce qui va faire exploser la consommation, c'est réellement l'intelligence artificielle. L'entraînement des modèles IA, comme ChatGPT, consomme énormément de données. C'est quand ils apprennent par exemple des milliers de pages Wikipédia en quelques secondes. Il y a cet imaginaire collectif de routes numériques qui ne seraient justement pas liées à des infrastructures solides mais qui voleraient dans les airs. L'immatérialité vient aussi enrichir un petit peu ce côté mystique. Donc la prochaine fois que vous envoyez des vidéos débiles à vos potes ou que vous posez des questions bêtes à ChatGPT, gardez bien en tête que tout ça, c'est grâce à ces gros câbles qui dorment tranquillement au fond des océans.